c'est ça la bossa nova, c'est tout en délicatesse. C'est très poétique quand même. Ouais. C'est à la fois sophistiqué, c'est délicat, c'est... Voilà. On peut que se sentir bien. C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus épuré. Et t'as un peu aussi une ambiance peut-être un peu plus intime aussi, où on s'imagine tout de suite une petite ambiance peut-être soit de plage, soit de bar, avec des lumières tamisées, tout ça. On laisse tomber les paillettes, on s'allonge sur le transat, au bord de la plage, tranquillement. Exactement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre-Label. Et oui, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toi, Marie, aussi. Bienvenue à toi, Clara. Bienvenue à tous. Donc on démarre un deuxième épisode de notre saga de l'été, l'escale musicale de l'été. Voilà. Et on vous amène cette fois-ci du côté de Rio de Janeiro. Brésil, pour les plus perdus en géographie. Voilà. Ambiance musique, ambiance bossa nova. Voilà, mais pas ambiance samba. Ou peut-être un peu, mais pas trop. Plus bossa nova. Oui mais non. Voilà, c'est ça, oui mais non. Oui mais non. Peut-être pas la samba dont vous avez l'habitude d'écouter. Voilà, c'est pas en mode carnaval, là, du tout. C'est ça. On laisse tomber les paillettes, on s'allonge sur le transat, au bord de la plage. Exactement. Tranquillement. Exactement. Donc, on écoute le bruit des vagues. Voilà. Et donc on va parler de bossa nova. Oui, mais est-ce que... Oui, voilà, peut-être tu voulais nous dire comment tu avais découvert la bossa nova. Mais avant ça, je voulais dire que la bossa nova, ce n'est pas juste la musique d'ascenseur. Voilà, c'est très important. Ouais, elle va le défendre. Non, parce qu'on fait tout un épisode sur la bossa nova, les gens pourraient se dire « Oh, c'est nul, on va arrêter, tu vois ». Mais non, restez jusqu'au bout. Non, c'est hyper intéressant, arrêtez-vous. Ouais, bah oui. C'est riche, très riche. Voilà. Et donc, effectivement, je voulais parler un peu de comment moi j'en étais venue à la bossa nova. Et je crois que mon tout premier contact à la bossa nova, accroche-toi bien Marie, parce que je pense que c'est le premier pour toi aussi. Uh-huh. C'est en 98 pour la Coupe du Monde. Nike avait fait une pub avec l'équipe du Brésil. Et en fait, ils avaient utilisé une chanson de bossa nova, Mas Que Nada. Et Mas Que Nada... Nananana. Tu vois? Alors attends, parce que moi j'ai le même titre, mais pas la même mélodie dans la tête. Ah ouais, comme c'est un peu un standard. Ouais, c'est le moment où ça fait. Est-ce que si on parle bien de la même musique, c'est plutôt oui, c'est ça. On parle de la musique. Ça. Ok. Ok, on est d'accord. Voilà. Et je pense que c'est le premier contact bossa nova pour beaucoup, je crois. C'est un standard, c'est un classique. Pour moi, en tout cas, chez les Français, je dirais. Oui. Je sais pas, en tout cas ailleurs, mais je crois que c'est bien le morceau de bossa nova qu'on connaît tous le plus. Et c'est peut-être grâce à cette pub, je sais pas, effectivement. J'ai l'impression, ouais. Parce c'est possible, ça serait pas étonnant. Quand je me suis réellement intéressée à la bossa nova plus âgée, et que j'ai écouté Mas Que Nada, quand je l'ai réécouté, je me suis dit « Ah, mais c'est cette chanson, en fait ça fait tilt dans ma tête, quoi. » Alors, par contre, je me revois pas du tout la pub, là, il va falloir que je cherche, parce que... moi aussi, je la voyais pas du tout, mais... D'accord, ok, je chercherai plus tard, je suis curieuse. Non, mais bien sûr, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est le morceau un peu emblématique, en tout cas en France. Ouais. Mais en tout cas, voilà. On continue. La bossa nova, du coup, c'est quoi ? C'est un genre, mais qui est bien dérivé de la samba, finalement, dont on parlait avant. Et donc, qui est bien né à Rio de Janeiro, au Brésil, à la fin des années 50, et qui a connu progressivement une reconnaissance mondiale dans les années 60 et bien après. Mm-hmm. Donc, il faut savoir que les artistes de cette nouvelle génération de sambistas, je crois qu'on dit, fréquentent les bars d'une parcelle de la rue Dividiel dans le quartier de Copacabana, qui s'appelle The Alley of Bottles. Alors il y a plusieurs rumeurs sur pourquoi on l'appelle cette parcelle de rue comme ça. C'était soit parce qu'on trouvait des cadavres de bouteilles à la sortie des bars, soit parce que les voisins jetaient des bouteilles en verre sur la tête des
des clients. Qui faisait trop de bruit. Parce qu'ils faisaient trop de bruit. Voilà, c'est la petite anecdote. Bah, figure-toi que les gens à Paris sont à 2 doigts de faire ça, hein, mais bon. Ah ouais. Voilà. Et voilà. Et donc ce quartier de Copacabana, il est collé au fameux quartier d'Ipanema. Et tous les deux, ils font face aux célèbres plages en bord de mer. Voilà. Le tout surmonté du fameux Christ Rédempteur sur la colline du Corcovado, bien sûr. Ah oui, je vois. Ouais, j'ai l'image là. Ouais, bah ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Juste, je voulais apporter un truc que tu as dit. Et donc, effectivement, c'est né à la fin des années 50 au Brésil, mais dans un contexte assez finalement paisible à l'époque. Oui, à ce moment-là, oui. Ça devait aller tout rouler pour le Brésil, apparemment. Et c'est peut-être un peu né aussi d'une envie de... Parce que le jazz était populaire, et donc ils ont mélangé le jazz et samba, et pouf, ça a fait la bossa nova. Mais je pense que c'était des jeunes qui s'intéressaient au jazz, apparemment qui étaient fans de Frank Sinatra aussi, c'est à vérifier. Hein, mais... Oui, et c'est juste, par contre, à la moitié des années 60, il y a eu un putsch au Brésil, et c'est là qu'ils se sont un peu exilés, je pense que c'est là que ça s'est fait peut-être un peu plus connaître à l'international. Je ne sais pas. C'est pas... Moi, je dirais que c'est durant les années 60, tout simplement. Donc le premier album justement de l'histoire sur lequel on peut écouter le style bossa nova, c'est l'album Cansao do Amor Demais, qui veut dire trop de chansons d'amour, déjà, qui a été produit en avril 58 pour la célèbre chanteuse brésilienne Elisete Cardoso, par l'écrivain Vinícius de Moraes. Oui. À l'aide du compositeur et pianiste Antônio Carlos Jobim, alias Tom Jobim. Voilà. Donc tous deux très connus. Enfin, Tom Jobim est plutôt pas forcément Vinícius de Moraes, est considéré comme le père de la bossa nova, avec un autre artiste dont je vais parler juste maintenant. Oui. Parce que c'est sur cet album Cansao do Amor Demais que l'on entend pour la première fois la fameuse rythmique caractéristique de la bossa nova qui est jouée à la guitare par João Gilberto sur les morceaux Cheguei de Saudade et Outra vez, Assez de manquer et De nouveau, qui lui aussi, donc João Gilberto, le guitariste, est considéré aussi comme un des pères de la bossa nova. Donc c'est ce duo magique finalement qui a créé la bossa nova et la rythmique typique qu'on retrouve. Ouais. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir avec la bossa nova, c'est que ça vient, en fait, bossa nova, ça veut dire nouvelle bosse, nouvelle vague, nouveau truc en fait. Et ça vient un peu à contre-courant de la samba où c'est très rythmé par des percussions. Alors que dans la bossa nova, il y a très très peu de percussions. Par exemple, une guitare sèche, ça peut suffire à faire toute une chanson, quoi. C'est exactement ça, en fait. Ce que j'ai compris, c'est que du coup, les spécialistes de tout horizon, journalistes, compositeurs, musicologues, ils se sont mis d'accord pour dire que ce qui faisait la caractéristique de cette rythmique, c'était finalement que João Gilberto, il avait synthétisé un peu tous les différents instruments des percussions qu'on retrouve dans les écoles de samba ou dans le style batucada dans un seul instrument, la guitare. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y en a qui pensent qu'il a repris le rythme que d'un seul instrument comme le tambourin. Il y en a d'autres qui pensent que à chaque corde, il a attribué un instrument en fait, qu'on retrouve dans les formations de musiciens, quoi. Ouais. Donc, et c'est ça qui va créer un style finalement plus doux, quoi. Oui. C'est qu'en fait, d'avoir un peu réduit cet ensemble musical à un seul instrument, quoi. C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus épuré, et t'as un peu aussi une ambiance peut-être un peu plus intime aussi, où on s'imagine tout de suite une petite ambiance peut-être soit de plage, soit de bar, avec des lumières tamisées, tout ça. Et d'ailleurs tout ça se répercute aussi un peu dans le chant, parce qu'il y a du chant, et c'est aussi très la voix est assez monotone, il n'y a pas de vibrato, on va pas pousser à fond, ça reste très 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 doux, quoi. Mais je crois que j'avais vu des gens qui critiquaient la bossa nova, justement, qui disaient que c'était de la chanson facile pour ceux qui savent pas chanter, quoi, finalement. Pourquoi pas, hein.
Ouais, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est pas gênant, tu vois, genre Oui, ça bah crée, c'est un autre style, quoi. ouais. Ah, d'ailleurs, juste aparté total, Oui. mais dans les gens qui ne savent pas chanter, par exemple, Bob Dylan ne sait pas chanter, et il le dit lui-même, et pourtant ça n'empêche pas d'être un grand musicien. Bah voilà, tout simplement. Voilà, prenez-vous ça, les critiques de Bossa Nova. Mais alors c'est marrant quand, enfin ok, aparté total encore. La dernière fois, je me suis mis à réécouter du surf rock en attendant le bus, Oui. et je chantonnais avec le chanteur, et j'ai réalisé à quel point c'est pas des chansons qu'on peut chanter, les chansons de surf rock. Ah ouais? Parce que si t'as pas tout l'accompagnement derrière, de la guitare et tout, il y a presque aucune mélodie. C'est pas Ah ouais. c'est pas une mélodie en continu chantée Ouais, où ouais. ça fait sens quand tu es tout seul, tu vois, genre a cappella. Ouais. Là, quand tu es tout seul, genre on dirait que tu sors un mot toutes les 2 secondes. C'est très étrange en fait. Et je pense que c'est un peu peut-être non, c'est faux. C'est pas pareil pour la bossa nova parce que quand même quand on chante dans la bossa nova, c'est assez continu. Mais je pensais que c'est le genre de musique aussi où on n'a pas besoin d'être forcément chanteur, tu vois, le surf rock. Voilà. D'ailleurs, à proprement parler. pas une aparté, mais pour compléter, n'hésitez pas à écouter notre précédente escale musicale. On parle de surf rock, justement, de Sunshine Pop, de tout ça. Voilà, la côte ouest des États-Unis. Tout à fait. Et donc moi je voulais revenir sur Tom Jobim et parler un peu des thèmes qu'il aborde dans ses chansons. Et donc Tom Jobim, il va parler quoi? Il va parler de choses assez positives en fait. Il va parler d'amour, de la découverte de soi, du bonheur, des oiseaux, de la beauté des paysages brésiliens. Oui. Et bon, apparemment il va aussi parler de trahison. Alors je sais pas exactement, mais faudrait explorer tout son répertoire. Je t'avoue que je n'ai absolument pas regardé les textes. Hein. Oh ben moi non, attends, si déjà il faudrait que je traduise tout. Alors il doit y avoir des traductions, hein, mais moi non plus. Après je me laisse souvent plus emporter par la musique moi que par les paroles quand j'écoute. Ouais, clairement. Quand j'écoute des chansons, donc ça dépend. Mais voilà, c'est plus une musique à écouter. Enfin moi, ce qui m'intéresse le plus dans la bossa nova, c'est la composition musicale que les textes en soi finalement. Donc oui, puis les deux forment un tout et tu te laisses un peu porter par la musique, quoi, concrètement. C'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, notre Tom Jobim, j'avais marqué que c'était marrant, mais il a été... Enfin, pour moi, c'était marrant parce que je pensais pas du tout. Ouais. Mais parmi ses influences, il y a aussi Henri Salvador. Oui. Avec sa fameuse chanson Sur mon île. Ouais. Alors moi, j'ai vu ça, ah bon. Alors, j'avais jamais... Enfin, autant j'ai toujours adoré Henri Salvador depuis toute petite, autant je pensais pas qu'il était si reconnu, et encore moins par des artistes qui ont créé la bossa nova. Tu vois, j'étais loin de tout ça dans ma tête. Mais oui, c'est Henri Salvador. On en parlera peut-être après, mais il aimait beaucoup la bossa nova, ouais. Voilà. Et dans les artistes qui ont influencé, sinon Tom Jobim, à part Henri Salvador, parce que c'est pas non plus la principale influence, il y a le style coro, qui est un style brésilien qui s'est développé dans les années 30, je crois. Mais qui est un peu aussi un style comment dire, pas expérimental, mais qui cherchait à créer un nouveau genre de musique brésilienne peu différente que la samba traditionnelle. Je connais pas du tout. Ben moi non plus je connais pas, mais j'ai écouté après un album pour voir, c'est sympa, mais c'est encore autre chose. Quoi. Ouais, j'irai écouter. Après il y a des compositeurs français, ça m'a étonnée, comme Claude Debussy ou Maurice Ravel. Oui. Ils sont assez influencés aussi par le classique, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, je repensais à ce que t'avais dit une fois, que tu m'avais dit, la bossa nova, c'est une musique qui est née de l'union du jazz et de la samba, mais qui est écoutée par des Français. Eh ben, c'est peut-être pas pour rien. J'ai dit ça. Tu vois, je me dis... Ouais, non, je repensais à ça, j'étais là, oui, mais du coup, tout fait sens, en fait. C'est que des mélanges d'inspiration, tu vois. Ouais, bah oui. Et après, dans un autre artiste qui l'a beaucoup inspiré, c'est un compositeur brésilien, Ari Barroso, qui est notamment célèbre pour la chanson Aquarelo do Brasil ou Brasil. Je pense que si tu l'écoutes, tu la reconnaîtras. Et elle paraît, par exemple, dans le film Saludos Amigos en 1942 de Disney. Ok. D'ailleurs, toute cette série de films-là, Disney, en Amérique latine, il y en a 2 ou 3. Ouais. Moi, j'aimerais bien les voir. Oui, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Tu me donnes trop envie, là. Je sais pas pourquoi. Voilà. Petite note pour nous. Voilà.
D'ailleurs, la fameuse chanson Brésil, on retrouve une reprise de ce morceau par Tom Jobim dans un album qui est sorti en 70 qui s'appelle Stone Flower. Et cet album, je l'ai découvert, je sais plus, il y a peut-être plus d'1 an, sur YouTube, je sais plus comment, et je pense que c'est grâce à cet album que je me suis mise tout simplement à écouter de la bossa nova en fait. Voilà, tout simplement. C'est bien, t'as bien commencé par Tom Jobim, c'est pas mal. Ouais, voilà. C'est une bonne introduction quand même. Et sinon, un autre album de Tom Jobim à absolument écouter, à mon sens, c'est vraiment Wave. Ok. Et alors, il n'y a pas de paroles sur celui-là, c'est purement acoustique, mais c'est ça qu'on dit. Oui. C'est un album que vraiment j'adore. Juste, je peux m'endormir avec, enfin, c'est... D'accord. Bah, moi, c'est pas un album que je connais très bien, tu vois, donc je vais peut-être le redécouvrir. Bah oui. Et du coup, donc la bossa nova populaire au Brésil, mais ça s'est rapidement exporté quand même aussi à l'étranger, et notamment en Europe. Bon, ça s'est exporté aussi aux États-Unis, mais on verra après. Mais ça s'est exporté en Europe, et je pense, notamment grâce au film Orfeo Negro de Marcel Camus, qui... Alors en fait, ce film, ça raconte le mythe d'Orphée et d'Eurydice, mais au cœur des favelas de Rio. Et en fait, à la base, c'est une pièce de théâtre écrite par notre fameux Vinicius de Moraes, puisque voilà. En fait, ce mec, c'est un peu bizarre, mais il est à la fois important pour la bossa nova, mais il est pas si reconnu que ça en tant que père de bossa nova. Alors que c'est un grand écrivain, je sais pas. Je pense que c'est pas pour rien. Je me suis un peu posé la question, mais je pense que c'est pas pour rien. C'est parce que finalement, il n'a fait que. C'est pas comme s'il avait fait que, mais comment dire, la bossa nova, sa particularité, elle est vraiment dans la composition musicale. Oui, quoi. C'est vrai. Et lui, il est très textuel. Voilà, c'est ça. Les paroles, c'est secondaire, ouais. C'est bien, mais c'est pas c'est un peu secondaire dans le style. Donc on va dire que oui, sans lui, il n'y aurait pas eu de bossa nova, je pense, clairement. Mais on peut pas dire que c'est le père, parce que clairement, ce qui fait le style de la bossa nova qu'on reconnaît à l'oreille directement, c'est la composition de Tom Jobim, forcément, et le travail à la guitare de João Gilberto derrière, quoi. Enfin, ensemble, quoi. C'est l'association des deux qui fait naître vraiment le style qu'on reconnaît à l'oreille dès qu'on appuie sur play, avant même qu'il y ait des paroles, en fait. Oui. C'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. Mais c'est tout de même ce Vinicius de Moraes, quelqu'un à retenir et quelqu'un d'assez important, finalement, pour le mouvement, qui a un peu œuvré de l'ombre, quoi, finalement. Et donc, pour revenir à ce film Orfeo Negro, de Marcel Camus, il est sorti en 1958. Et en fait, il a eu un beau succès, parce qu'il a gagné la Palme d'Or à Cannes en 59. Et Oscar du meilleur film étranger en 1960. Et donc il a rencontré son succès, malgré que même à l'époque, quand il a été diffusé à Cannes, donc c'est un film en portugais, et il n'était pas sous-titré parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de le faire en fait. Ah d'accord. Et malgré ça, les gens ils ont kiffé. Ils se sont dit, vas-y, Orphée, Eurydice, c'est un classique, tu peux que comprendre. Oui, mais après, c'est ça aussi, si tu connais l'histoire... Ouais, voilà, je pense que c'est ça. C'est un peu comme quand tu regardes un ballet, si tu connais le conte... Voilà. Et donc la bande originale de ce film, elle est signée Luis Bonfa, Antonio Carlos Jobim, notre fameux Tom Jobim, et Vinicius de Moraes aussi. Toujours, il est toujours là. Voilà, il a fait la pièce de base et il a aussi participé à la bande originale. Voilà. Oui. Bah parce que moi honnêtement j'allais en venir, donc je sais pas si enfin je vais te laisser continuer si après, mais justement c'est Vinicius de Moraes qui a engagé Tom Jobim pour écrire la musique de la comédie musicale d'abord, qui a été après adaptée en film. J'avais pas. Donc c'est pour ça que c'est pour ça donc que tu as Tom Jobim derrière la BO du film, forcément. C'est dingue. Voilà. Ouais. Et je crois que l'autre compositeur Luis Morfa, c'est ça Bonfa. Bonfa, je me rappelle. Lui, il est arrivé après pour le film, je crois. Il n'était pas à l'origine à la composition de la comédie musicale. Ouais. Voilà. Il est arrivé vraiment pour le film.
Et donc ce film, il gagne la Palme d'Or à Cannes. Tout est génial, tout est super. Et donc ça s'exporte, la bossa nova s'exporte bien en Europe à travers ce film. Et ça s'exporte notamment pas mal en Italie, où je remarque qu'ils sont beaucoup plus friands de bossa nova que nous, même si on est déjà assez friands. Et par exemple, en 63, il y a une chanteuse italienne naturalisée française, Caterina Valente, qui sort un album de bossa nova qui s'intitule humblement Caterina Valente canta Luis Bonfa. Et en fait, alors Caterina Valente, personne la connaît, mais en fait tout le monde la connaît parce que c'est la fameuse chanteuse du titre Bongo Cha Cha Cha. Alors, si vous regardez les TikTok, vous savez Bongo la, Bongo Cha Cha Cha, parlami del Sud America. Voilà, c'est ça. Et donc, elle a sorti un album de bossa nova. Surtout que c'est une actrice française-italienne, mais en fait, elle s'est fait connaître aux États-Unis, donc oui, on la connaît pas très bien nous, quoi. Bah ouais, et en fait, ce qui m'a surpris en faisant un peu des recherches sur elle, c'est que en fait, elle est assez oubliée en France, pourtant elle était naturalisée française, elle a chanté en français aussi, hein, mais elle a chanté dans 12 langues. Elle a chanté dans 12 langues. Oui, j'ai vu qu'elle était, ça se dit multilingue? Oui, plurilingue. Polyglotte. Polyglotte? Ok, merci. Enfin voilà, j'ai vu qu'elle savait parler au moins 6 langues, mais du coup tu me dis 12, donc je sais pas. Alors je sais pas si elle savait parler les 12, mais en tout cas elle a chanté dans 12 langues, quoi. Et d'ailleurs, elle est surnommée impératrice de toutes les musiques parce qu'elle s'est intéressée à à plein de choses, en fait. Okay. Ouais. Dont la bossa nova avec son album Caterina Valente canta Luis Bonfa en 63. Voilà. Ça a duré jusqu'en 76, où en 76, il y a un album pur de bossa nova qui sort. Donc 76, c'est quand même déjà un peu tard, hein, je trouve. Oui. Mais il y a un album qui sort en Italie, la Volia, la Pazzia, l'Incoscienza et l'Allegria. C'est une collaboration entre Ornella Vanoni, qui est une chanteuse italienne classique, quoi. Enfin, comme on en fait, comme il y en a d'autres, quoi, j'ai envie de te dire. Et en fait, elle a collaboré, avec Tokino, qui est un musicien brésilien, et encore Vinicius de Moraes, qui a probablement écrit les morceaux. Okay. Et c'est un bon album, c'est chanté tout en italien, mais c'est de la bossa nova. Tu peux me redire le titre, mais sinon... le titre de l'album? Oui. Il est très long. C'est la Volia, la Pazzia, l'Incoscienza et l'Allegria. Ok, voilà. Merci. L'envie, la folie, peut-être l'inconscience et le bonheur. L'allégresse. Voilà. Ouais. Voilà. Très bien, mais je suis curieuse, tu vois, de cet album. Franchement, il est sympa, ouais. Écoutez. Et donc en France, qu'est-ce qui se passe en France à ce moment-là? Alors donc la bossa nova, on le sait, il y a eu ça a été reconnu, et ça a inspiré pas mal aussi de compositeurs, notamment dans le cinéma. Et par exemple, typiquement, dans Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy en 67, le numéro Marin, ami, amant ou mari, c'est typiquement de la bossa nova. Alors c'est un peu plus rapide parce que on doit danser dessus, mais c'est un bon morceau de bossa nova aussi, quoi. Et c'est signé Michel Legrand, évidemment. Surtout que je l'ai vu, Les Demoiselles de Rochefort, mais faudrait que je revoie ce que c'est, quel morceau c'est. Ouais, c'est pas le numéro le plus marquant, hein, mais... Ok. C'est pas quand elles sont dehors, là Si, c'est dehors. Sur la place. Ouais. Si? Oui. Ah, c'est ça? Ouais. Ok, je me rappelle juste de la danse, je me rappelle pas de la musique. Ok. Très très bien. Intéressant. Ici. Oui, ben moi je voulais vous parler en fait... finalement de deux artistes américains, Stan Getz et Charlie Bird, qui étaient Stan Getz, un saxophoniste de la côte est des États-Unis, et Charlie Bird, un guitariste jazz américain. Et on va dire que ces deux artistes ont vraiment permis le développement de la bossa nova et sa reconnaissance aux États-Unis. Et j'ai envie de dire même au tout début de sa naissance, quoi. Voilà, en fait, on a Charlie Bird, donc le guitariste de jazz, qui revient de tourner d'une série de concerts
en Amérique latine et qui fait écouter pour la première fois des enregistrements de Joao Gilberto et de Tom Jobim à son ami saxophoniste Stan Getz. Et ils sont tellement conquis finalement qu'ils décident de travailler ensemble sur un projet musical, sur un album constitué de reprises et d'originaux inspirés de ces morceaux. L'album il s'intitulera Jazz Samba. Ouais. Et leur morceau Desafinado, qui veut dire désaccordé, qui avait été composé par Tom Jobim et Newton Mendonça, qui est lui un compositeur et pianiste brésilien. Il a reçu un Grammy Award, un disque d'or, et il a été vendu à plus de 1 million d'exemplaires. Ah bah, c'était mérité. Voilà. Finalement, grâce à cet album et leur reprise d'un des morceaux de Tom Jobim, ils ont permis la reconnaissance du style bossa nova aux États-Unis. Ouais. Mais pas qu'avec cet album Jazz Samba, parce que ce qui se passe, c'est que Stan Getz, je pense qu'il est tellement conquis par le style, qu'il va collaborer sur un album avec le guitariste Joao Gilberto en 64. Un album qui va s'appeler Getz Gilberto, sur lequel va paraître le morceau qui est considéré, selon le musicologue français Ludovic Tournès, comme le plus grand succès discographique du XXe siècle. Et ce morceau, c'est A Garota de Ipanema ou The Girl from Ipanema, que vous connaissez certainement tous, et qui a donc été enregistré pour la première fois en 1963 sur cet album Getz et Gilberto. Voilà. C'est un très bon album, très très bon album. Il y a que des classiques en fait sur cet album. The Girl from Ipanema, t'as Corcovado aussi, hyper connu. T'as So Danzo Samba aussi, que des classiques. T'as Desafinado aussi, évidemment. Desafinado, pardon. Et je voulais revenir juste sur comment a été né finalement ce morceau. Genre mondialement connu, quoi. The Girl from Ipanema. The Girl from Ipanema. C'est finalement, donc comme tu disais tout à l'heure, l'écrivain Vinicius de Moraes et le compositeur Tom Jobim, ils ont été amenés à travailler ensemble pour la première fois sur la première production de la comédie musicale Orfeu da Conceição. Oui. Orphée of the Conception, voilà. qui avait été écrite par Vinicius de Moraes lui-même, et donc il avait mis en charge Tom Jobim d'écrire la musique. Sauf qu'après cette comédie musicale, donc qui est devenue un film, comme tu en parlais, ils ont travaillé sur une autre comédie musicale, apparemment qui s'appelait Dirigivel ou Blimp, je ne sais pas si elle est sortie ou pas, et pour laquelle ils avaient composé un premier essai d'une chanson qui s'intitulait Menina que pasa, et qui est en réalité le brouillon de Girl from Ipanema. Ah. Mais finalement, comme ni l'un ni l'autre n'était satisfait de cette version, il n'a pas vu le jour. Ouais. Et finalement, la chanson qu'on connaît, nous, c'est The Girl from Ipanema. Et le texte définitif, il a été inspiré par une jeune fille qui s'appelle Elo Pinheiro, qui vivait à Ipanema, donc dans le quartier chic de Rio de Janeiro. Et elle passait apparemment chaque jour pour aller à la plage devant le bar Velozo, qui aujourd'hui s'appelle Garota de Ipanema, dont Tom Jobim et Vinicius de Moraes étaient des habitués. Et elle s'y arrêtait apparemment parfois pour acheter des cigarettes à sa mère. Et voilà. Et elle était assez acclamée apparemment quand elle passait dans ce bar. Et donc Vinicius de Moraes, il l'a décrit comme le paradigme de la carioca. Donc carioca qui veut dire qui vient de Rio de Janeiro, à l'état brut. C'est-à-dire une fille bronzée entre la fleur et la sirène, pleine de lumière et de grâce, mais avec un fond de tristesse. Aussi portait-elle en elle, sur le chemin de la mer, le sentiment de ce qui se passe, d'une beauté qui n'est pas seulement nôtre, c'est un don de la vie que son bel et mélancolique sac et ressac permanent. Alors le gars, il a flashé, quoi. C'est la fameuse, c'est le fameux mot portugais saudade. Ah, peut-être. Peut-être, ouais, je crois, ouais. Ce sentiment indescriptible. Ah. Ouais. Ah ben c'était une muse claire et nette pour cette chanson. D'ailleurs, cette jeune femme est toujours vivante. Ah ouais? Oui. Je crois qu'elle a été mannequin
Elle a développé une marque de maillot de bain, je crois, dans les années 90, Ouais. justement en utilisant le terme Garota de Ipanema, et je crois qu'elle avait été poursuivie en justice par les ayants droit. Je sais plus desquels, si c'est Tom Jobim ou Vinicius de Moraes. Mais elle a gagné le procès, parce que finalement, ça se comprend, elle a été... c'est elle, la Garota de Ipanema, quand même. Il le dit dans un livre, donc que c'est elle en particulier qui l'a inspirée, donc elle l'a pas volée, quoi. Ouais, c'est sûr. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est journaliste, et enfin bon, voilà, en gros... elle est bien connue. Ouais. J'ai cherché son Instagram, elle a beaucoup de followers. Ok, donc c'est quelqu'un qu'on connaît. Donc pour rappel, si jamais il y a des curieux, c'est Hello Pinheiro. Donc ça s'écrit H-E-L-O, plus loin P-I-N-H-E-I-R-O. Voilà. Motus. Ok. Oui, et il faut savoir... Pardon. Non, vas-y. Non, juste il faut savoir que cette chanson, elle est considérée comme la chanson la plus enregistrée dans le monde après Yesterday des Beatles. Juste et ça. Elle a remporté, elle a remporté un Grammy Awards en 1965. Et toujours selon le musicologue Ludovic Tournes, elle a été reprise plus de 300 fois. Waouh. Donc c'est pas rien quand même. Ouais, c'est pas rien, ouais. Mais c'est comme beaucoup de morceaux de bossa nova. Enfin, c'est devenu des standards de jazz, quoi, qui sont. C'est des chansons qu'on reprend beaucoup sous différentes formes, et c'est pour ça que, enfin, parfois je me dis, ah ouais, tiens, j'aimerais bien écouter cette chanson Corcovado, et il y a 5000 Corcovado, en fait. Et il faut que je trouve mon Corcovado. C'est un peu le problème de du jazz, mais pas que du jazz, hein. Toutes les chansons classiques, un peu période hollywoodienne, de l'âge d'or d'Hollywood, c'est vrai, ça. C'est vrai. Années 50, 60... Tout le monde reprenait les mêmes chansons, en fait. Hein. Ouais, complètement, ouais. Mais bon, c'est bien, parce que comme ça, on a du choix. Moi, j'aime bien sélectionner quelle version j'aime bien, dans mes playlists. Puis c'est marrant de les comparer aussi. Voilà. Aussi. Et puis ça, je sais pas, ça ajoute de la richesse, quoi. Ouais, exact. On se rend compte qu'un morceau... t'as jamais fini de l'écouter, en fait. Tu peux l'explorer 1000 fois. Tu peux le refaire et le re-refaire. Ce sera jamais pareil. C'est ça. Ouais. C'est super intéressant. Et en plus, tu peux l'adapter, finalement, au goût, au style de chacun. Juste petit aparté, ça me fait penser, en fait, ce fait de reprendre une chanson et de la réutiliser et de la refaire et que ça sera jamais pareil. Ça me refait penser à notre épisode précédent où on parlait de rap. Et vous pouvez l'écouter, bien sûr. Et où, en fait, eux, ils ont l'art du sample, c'est-à-dire de prendre plusieurs morceaux pour en former un. Il y a quelque chose d'assez similaire dans le fait de prendre de l'existant et de le retravailler et de... Tu vois? Ouais, carrément. Oui, non, mais complètement. C'est exactement ça. Mais en plus, je faisais mes recherches sur les artistes de la bossa nova et des artistes qui ont été influencés après. Au plus, je me disais, pour moi, je vois beaucoup de similarités avec dans les artistes de jazz, finalement, avec nos fameux rappeurs dont on a parlé dans l'épisode précédent, quoi. Ils sont un peu dans l'exploration. Oui, c'est ça, ouais. Pour moi, c'est un peu la même branche d'artistes, quoi, finalement. Le résultat est pas le même. Oui, il y a la méthode, pour moi... Il y a une méthodologie qui est un peu similaire, ouais. Donc finalement, nos épisodes, ils se ressemblent pas, c'est pas du tout les mêmes sujets, mais un peu quand même. On a une ligne directrice, peut-être, cachée. Voilà. Même nous, on ne sait pas laquelle, mais... Voilà. On verra plus tard. Très bien, très bien. Pour parler de la bossa nova, un peu de l'inspiration... Au début de l'épisode, je racontais que c'était pas juste de la musique d'ascenseur, et en fait, avec cet épisode, j'avais dans l'idée, comme je disais à Marie juste avant qu'on enregistre, de dire que la bossa nova, en fait, elle est beaucoup plus présente que ce que l'on croit. Et je pensais, quand je dis ça, je pensais notamment, par exemple, aux jeux vidéo. Ah oui. Ouais. Et par exemple, chez Nintendo, c'est très très présent, la bossa nova. Typiquement, alors l'exemple le plus flagrant, c'est bien sûr dans Animal Crossing, le chien là, Keke. Il a une chanson, c'est un petit chien musicien. Et il a une chanson qui s'appelle tout simplement Bossa de Keke. Donc en fait, c'est juste c'est vraiment un morceau de bossa nova mais chanté en Animal Crossing, quoi. Donc, voilà. Ce genre de choses.
Ouais, je vais être honnête, j'ai jamais joué à Animal Crossing, même si j'ai été tentée parfois, mais non. Mais du coup, j'ai jamais joué. Ah, moi, j'ai joué une fois et j'aime pas trop Animal Crossing. Voilà, c'est dit, je me fais chier. Mais Bon, ben voilà. au moins, il y a de la bossa nova dedans. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Bah, en même temps, il y a ce côté... Oui, non, du coup, non, je vais contredire ce que tu veux dire. Ah. J'allais dire ce côté mettre une ambiance, mais non, c'est pas de la musique d'ascenseur. C'est pas juste ça. Bah après, en même temps, enfin, pourquoi c'est si vexant de dire que c'est une musique d'ascenseur? Parce que c'est réduire le style à juste ça, mais en même temps, pour moi, limite, il faudrait le voir comme un compliment, parce que ça veut dire que ça permet de combler un endroit où finalement les gens c'est peut-être gêné. Ils sont gênés, voilà, ils peuvent pas parler, il y a un silence, le fameux ange qui passe, et finalement c'est une musique qui permet de combler ce vide. Alors c'est peut-être pas si mal. Bah ouais. Non mais c'est très bien la bossa nova. Et que ça plaît à peu près à tous. Oui. Et oui, et pour continuer un petit peu dans le jeu vidéo, pour donner quelques exemples qui parlent aussi, notamment le eShop de la Wii. Il y a une petite musique et c'est de la bossa nova. Ah ouais. D'accord. Et par exemple aussi dans Sonic, toi qui aimes bien Sonic. Oh. Mais c'est dans Sonic Unleashed que j'ai pas joué parce que c'est pas mon truc Sonic, mais il y avait un ami qui m'avait envoyé une musique de Sonic Unleashed. Donc c'est la musique de Windmill Isle et c'est trop bien. C'est trop bien. La musique de Sonic est trop bien, le jeu, j'en parlerai pas, mais la musique est vraiment trop bien. Et c'est vraiment inspiré de... Mais moi, du coup, j'ai pas joué à ce Sonic, parce que moi, les Sonic auxquels j'ai joué, c'était ceux qui étaient sur Sega. Bah oui, c'est les vieux. Voilà. Mais, ok. Bah, du coup, j'aurais peut-être envie d'essayer ce Sonic. Bah ouais, je sais pas. Après, j'ai regardé une vidéo, moi, ça me donne mal à la tête, mais libre à toi de le faire. Je regarderai. Et un dernier exemple que je trouve sympa à citer... par exemple, dans Final Fantasy VII, il y a une ville qui s'appelle Costa del Sol, et la musique de Costa del Sol, c'est littéralement une chanson des Beatles qu'on a bossa novaifiée. Qu'on a bossa nové? Voilà, qu'on a bossa nové. Voilà. Énorme. Ouais, non mais... de toute façon, j'ai l'impression qu'on peut tout bossa nové, hein, si tu veux. Ah ouais, c'est vrai. Bah, c'est comme le nightcore, on peut tout nightcorer, on peut tout bossa nové aussi. Et... ce qui m'a vraiment fait intéresser à la bossa nova, c'est un groupe japonais qui ne fait pas du tout de la bossa nova, mais alors pas du tout, qui fait... Je suis curieuse. Qui fait de l'électro, et c'est un groupe que j'aime d'amour, que j'adore, que c'est un de mes groupes préférés, c'est Capsule. D'accord. Alors, je sentais venir, mais du coup je me suis dit, où est-ce que Capsule fait de la bossa nova? Où est-ce que Capsule fait de la bossa nova? Alors pour expliquer un peu ce que c'est Capsule, c'est un groupe qui est souvent estampillé Shibuya Kei. Alors, qu'est-ce que c'est le Shibuya Kei? C'est une sorte de J-pop qui mélange pas mal de genres de musique, notamment donc électro, pop. Ils prennent aussi nos fameux yéyés français, donc Johnny et compagnie, ça ils kiffent. La musique lounge aussi. Parfois le sunshine pop aussi, toujours là. Et aussi de la bossa nova. Et là où en fait ça se voit chez Capsule, c'est notamment sur leurs peut-être les 6 premiers albums. Et il y a notamment une chanson que je trouve assez emblématique de ça. Alors c'est pas du tout bossa nova vraiment en mode guitare, piano, voilà. Mais on sent une inspi bossa nova. Et c'est la chanson Ocean Blue Sky Orange. Qui illustre vraiment le propos que je suis en train de raconter là. Voilà. Ok. Cool. Bah bonne surprise. Évidemment, c'est ma curiosité après qui m'a guidée. Non mais oui, du coup, comme quoi c'est de partout, quoi. Bah oui, c'est partout. Bah moi, je vais pas vous parler du Japon. Mais je vais peut-être revenir au Brésil avant de partir un peu en Europe pour un peu parler d'artistes qui ont été fortement inspirés par les pères de la bossa nova. Ouais. Donc on a Caetano Veloso, qui est un chanteur brésilien et qui a pris part à un court mouvement artistique qui s'appelait le tropicalisme. Et mais très court, hein, parce qu'apparemment il serait né à la fin des années 60, mais apparemment 67, et qu'il serait
éteint en 68. Ah oui, c'est très ok. bref. Mais Et ça, qui non. était un mouvement, voilà, c'est un mouvement artistique et qui explorait apparemment, en tout cas en musique, le rock psychédélique Mhm. et aussi, mais aussi qui explorait d'autres formes d'art. Je crois que dans le théâtre également. Ok. Voilà. Mais j'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus, mais je suis curieuse. Mhm. Et ce mouvement, en fait, il est né des suites du fameux coup d'État de 64, un Ouais. peu pour faire face à la dictature militaire en place. Apparemment, ils adoptaient un style hippie, mais qu'ils adaptaient finalement à leur propre culture brésilienne. Ouais. Et ce fameux Caetano Veloso, c'est un grand admirateur de João Gilberto, donc le guitariste. Mhm. Et il le décrit comme son maître suprême. Ouh. Oui, c'est les mots ils créent entre guillemets, pour vous dire. C'est ses propres mots. Parce qu'il pense que Gilberto, il a porté un souffle nouveau, à la musique brésilienne, éclairant la musique traditionnelle et ouvrant la voie pour les générations futures. Donc moi, de cet artiste, juste, j'aimerais vous inviter à écouter le premier titre de son album intitulé Qualquer Coisa, qui veut dire n'importe quoi. Et ce premier titre, c'est le titre de l'album, en fait. Donc Qualquer Coisa, qui était sorti en 75. Ok. Si je peux juste oui. dire un petit truc sur ce fameux Caetano Veloso. Oui. Il a collaboré aussi avec Henri Salvador, justement. Et il a collaboré... Ah, mais je crois que c'est lui, justement, aussi. Oui. Oui, bien vu. J'avais vu aussi qu'avait dans ses influences avait Henri Salvador. Voilà. Et il a collaboré avec lui très tardivement pour le dernier album d'Henri Salvador en 2006. Voilà. Mm-hmm. Sur le titre Cherche la rose. Cherche la rose. Peut-être écouter, ce titre. Ouais. Mais je te laisse. Je crois que je vais me remettre à écouter de l'Henri Salvador moi-même. Avec tout ce qu'on a fait comme recherche après. Ouais. Et voilà, j'aimerais juste vous parler un peu de l'artiste qu'on a cité tout à l'heure pour son fameux titre Masquenadas, qui signifie Masquenadas, peu importe, qui signifie rien en fait. J'adore. Et donc cet artiste c'est Jorge Benjor, toujours célèbre artiste brésilien, donc vous comprenez, et qui est originaire des favelas de Rio. Je trouve que c'était important de le souligner, notifier. Voilà. Et donc lui, il est connu pour avoir mêlé la samba finalement au funk et au rock, quoi. Oh. Mais c'est vrai que ça s'entend un peu dans toutes ses compositions. Hein. Le funk, plus que le rock parfois. Alors j'ai peut-être pas tout écouté non plus, mais... Parce que je le connais vraiment que pour Mash Canada et du coup ça me donne envie d'écouter plus, quoi. Moi je le connais pour un morceau qui est issu du même album où se trouve Mash Kenadas, qui est... Alors le morceau que j'écoute moi c'est Chove Chuva, donc il pleut la pluie apparemment. J'adore. Mais traduire c'était très drôle pour moi. Et donc ce premier album là où se trouvent ces deux morceaux, il s'intitule Sambra Esquema Nova et il était sorti en 1963, donc assez tôt quand même. Ouais. Assez tôt, pour moi c'est assez tôt parce que ça correspond vraiment au moment où pile au moment où en fait on a identifié ce que c'est le style bossa nova, quoi. Ouais. Parce que pour moi le style bossa nova il prend forme entre 58 et 62 à peu près, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc très vite il fait pas forcément de la bossa, enfin ce n'est pas un artiste de bossa nova à proprement parler, Jorge Benjor, mais il est très inspiré par les artistes qui l'ont fait naître. Surtout par le jeu de guitare, encore une fois, de João Gilberto. Oui. Et ce que je voulais dire, c'est qu'avant de devenir célèbre, lui, il se produisait sur scène dans des petits festivals qui étaient organisés par des amis, où on avait la scène musicale de la bossa nova et celle du rock and roll qui se côtoyaient, en fait. Je trouve ça très, très sympa. Ouais. Et on comprend, du coup, ses influences, quoi, clairement. Et comment sont nées ses compositions, quoi. Et il y a un autre morceau dont il est à l'origine que tu dois connaître. Jorge Benjor. Toujours Jorge Benjor, oui. Mais en fait, tu dois peut-être connaître sa reprise ou son adaptation par le chanteur Rod Stewart, qui est Do You Think I'm Sexy? Chantonne-moi ça.
Chantonne-moi ça. C'est quoi déjà? Mais bon, voilà, qui est en fait la reprise d'un morceau qui s'intitulait Taj Mahal de John Bergeorge. Et donc, Ok. Do You Think I'm Sexy? Là, il me revient pas du tout en tête, mais C'est ultra connu? oui. Attends, faut vraiment que j'aille l'écouter là, parce que Do You Think... Ah, voilà, c'est ça. Le fameux passage qu'on reconnaît normalement, c'est ta 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 ta. Voilà. Si tu écoutes ce morceau en entier, tu vas te dire oui, je l'ai déjà entendu. Et il est très connu quand même ce morceau, et c'est une adaptation reprise, je sais pas comment dire exactement finalement, de ce morceau Taj Mahal de George Benjor. Ok. Et alors j'aimerais juste dire sur aussi Do You Think I'm Sexy, vu que je viens de le chercher sur Spotify, il faut savoir que Paris Hilton a refait une reprise aussi. Ah. Voilà, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Attends, ça date de quand ça? C'est fou, hein. 2006. Pour Paris Hilton. Oui, c'est bien son époque ça. Ouais. Ok. Bon, ouais, écoute. Point Paris Hilton. Moi, ça me parle pas, une version de Paris Hilton, ça me parle pas, mais moi non plus. d'accord. Moi non plus. Tout est bon à savoir. On va écouter ça. Voilà. Donc ça, c'était les artistes brésiliens, en fait, finalement, qui avaient été inspirés par nos fameux autres artistes de la bossa nova. Ouais. Et sinon, j'aimerais vous parler d'un projet musical français. Vas-y, on adore la France. Qui est né en 2004, qui est à l'origine juste un projet musical, mais qui en fin de compte, c'est un peu devenu un groupe, qui est né de Marc Collin et de Olivier Libaud. Ce projet, c'est Nouvelle Vague. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Nouvelle Vague? Je pense, oui. Ça me dit vaguement quelque chose, mais il faut pas que je confonde Pochette, avec... elle est très emblématique. Enfin, moi, dès que je la vois, je sais il s'agit de... La pochette de leur premier album, c'est une nana en blanc et noir sur un fond bleu, un peu. Faut juste pas que je confonde avec la nouvelle vague cinématographique, bien sûr, mais... Mais alors, justement, je pense que leur nom est un jeu de mots. C'est pas pour rien. Parce que du coup, ce premier album, c'est... l'idée, c'était de reprendre des titres classiques de la musique New Wave. Alors, New Wave, du coup, bien des années 80 et rock. Donc, dans le style synth-pop, cold wave, goth rock et post-punk. Ouais. Mais transformé... Tu me dis tous ces noms comme ça, là. Ouais, mais je les ai écrits, et sinon c'est... Comment tu veux que je te les sorte comme ça de mon chapeau? Mais qui ont été finalement adaptés dans un style vraiment bossa nova typique. Ah ouais? Et je vois là. Cet album, il est génialissime. Faut que je l'écoute. Il faut savoir. Et c'est une création française quand même. Voilà, je tiens à préciser. Comme quoi on peut vraiment tout bossa nover. On peut tout bossa nover, je vous dis. Et alors honnêtement, ils ont sorti beaucoup d'albums ces dernières années que je ne connais pas malheureusement. Donc je ne peux pas vous dire si chaque album bossa nove. En tout cas, le premier c'est certain. Je sais pas s'ils sont restés dans ce style après, dans leurs autres compositions. Parce que justement récemment j'ai écouté leur dernier single qui est sorti, qui est une reprise du groupe Public Image, pas du tout du groupe Public Image, qui est une reprise, je vais y arriver, du groupe de rock Blur, Boys and Girls, qui est très sympa, juste à la guitare classique, la reprise, mais j'appellerais pas ça de la bossa nova, moi, pas du tout même. Donc je sais pas s'ils sont restés, après cet album, s'ils sont restés dans une mouvance bossa nova ou s'ils ont continué à explorer juste de reprendre des titres classiques de musique rock, finalement, New Wave. C'est marrant parce que tout veut dire nouvelle vague, New Wave. Mais c'est ça, parce que nova, justement, le nom du groupe, c'est un clin d'œil aux deux influences musicales, du coup, la bossa nova, nouvelle vague, mais en Amérique latine, New Wave, mais nouvelle vague dans le rock mondialement, et aussi, on peut penser, du coup, comme c'est traduit en français, nouvelle vague, on peut penser à la référence au mouvement cinématographique des années 60 français, nouvelle vague. Donc oui, je pense que c'est voulu. Complètement, oui. Il y a un tout, quoi. Et il faut savoir que il y a plein d'artistes français connus, et pas que français, canadiens, qui ont participé à leur projet musical. On a Élodie Frégé, Camille, Nadea, Vanessa Paradis, Julien Doré, Cocoon et Cœur de Pirate. Ah, quand même, ok. C'est quand même un beau
une belle brochette. Ouais. Et je vais pas citer tout le monde, je crois, mais en tout cas, j'ai cité ceux dont, pour moi, qui étaient connus. Ouais. De nom. Et moi, je vous recommanderais, dans cet album Nouvelle Vague, tout simplement, parce que c'est Nouvelle Vague du groupe Nouvelle Vague, puisqu'à la base, c'était juste un projet musical. Hein. Oui. Je vous inviterais à écouter en particulier This Is Not a Love Song, qui est donc une reprise du groupe Public Image, qui est chantée par Mélanie Pain. C'est elle aussi qui chante le dernier single qu'ils ont sorti, la Boys and Girls, reprise du groupe Blur. Cool. Voilà. Je connaissais mais pas. Mélanie Pain est un peu inconnue au bataillon pour moi. D'ailleurs, je pense qu'elle est pas forcément connue, si ce n'est que dans ce projet musical. Quoi. Oui, je sais pas qui c'est moi. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont découverte un peu au hasard, si je me trompe pas, et du coup, elle chante avec eux, mais Bon, bah, ça a bien je sais pas si elle a d'autres projets en parallèle, hein, je sais pas. Ouais. Et à part nos Français, j'aimerais parler d'une Suédoise, rapidement, parce que j'ai pas grand-chose sur elle, finalement, qui s'appelle Lisa Ekdahl. Non, Lisa Ekdahl. Qui apparemment, elle s'essaye à plusieurs genres musicaux, mais en particulier la bossa nova. Et il y a un morceau que j'aime bien écouter d'elle qui s'appelle Vem vet, ou Who Knows, qui est sorti en 1994. Donc ça date quand même. Enfin, ça date. C'est relatif, hein. Oui. Mais, je ne le prends pas mal. Voilà, on parle que des années 60 depuis tout à l'heure. Du coup, je dis ça date, mais voilà. Mais c'est intéressant pour moi parce que, je sais pas, c'est même en Suède, finalement, en bossa nova. Ben oui. Et j'aimerais peut-être terminer, moi, sur à quel point la bossa nova est partout. Alors, il faut que tu te replonges, il faut que tu te remettes en 2011. Il faut que tu te remettes en 2011 et que tu te souviennes de ce tube international Somebody We Used to Know. Ah oui. Gauthier, voilà. Merci. Oui. Et en fait, dans son morceau, le filou, il a utilisé une chanson de Louise Bonfa, dont on a parlé beaucoup plus tôt. Il utilise un morceau, il utilise Séville. Ça explique pourquoi j'ai toujours aimé ce morceau. Et en fait, ce filou, il l'avait pas dit, mais il l'a dit peut-être 1 ou 2 ans après, et finalement, il a reversé une partie de ses gains à la famille de Louise Bonfa, quand même. Ah bon, il avait pas le droit de sampler, genre non je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais il y a eu un petit litige, quoi. C'était peut-être pas du simple sample, c'était trop... il utilise vraiment la chanson quand tu l'écoutes, hein, mais je sais pas si ça relève du sample ou pas, quoi. Enfin, c'est une question délicate, quoi. Il y a eu un petit micmac autour de cette chanson. D'accord. Oui, que We Used to Know. Je vais regarder, oui. Qu'on avait l'habitude de connaître. De quoi ? Je disais, il y a eu un petit micmac autour de cette chanson que We Used to Know. Ah, allez, dédum. Ah, si on a un petit effet sonore, là, je vais le ressortir. Voilà, je fais des blagues nullissimes. Non, mais je me suis dit, j'ai raté un truc, là, voir si j'ai pas compris, tu vois, je sentais que j'étais... Je parle vite. Ah non, mais c'est pas ta faute, c'est que je pense que mon cerveau a tilté, mais comme je partais déjà ailleurs, il s'est dit, attends, il y a un truc. Faut que je m'arrête 2 secondes. Bon. Voilà. Moi, j'ai fait le tour, mais je voulais quand même parler d'un artiste, finalement, que j'ai trouvé très tard dans mes recherches. Ouais. Et je pense qu'il pourrait être considéré, si ce n'est pas comme un père de la bossa nova, peut-être par moi, comme un père de la bossa nova. Ouais. Parce que j'ai écouté un des premiers enregistrements qu'il a fait en 54, qui s'appelle Menina, qui était chanté par la chanteuse Sylvia Telles, qui est très sympa. Et moi, je trouve que ça bossa nova beaucoup quand même. Ouais. Alors j'étais surprise. Mais en même temps, c'est pas si surprenant que ça, je vais te dire pourquoi. Parce que sur la face B de ce single se trouve la chanson Foi a Noite de qui donc ? De Tom Jobim. Ah bah. Voilà. Et donc les deux compositeurs, ils se sont rencontrés grâce à ce single. D'ailleurs, Jobim apparemment surnommé Lyra, entre guillemets, l'autre face du disque. C'est très drôle comme surnom. Ouais. Et voilà, et donc tous les deux, apparemment, à cette époque, ils exploraient chacun leur style individuellement, bien sûr, mais ils écrivaient sur leur propre expérience, leurs sentiments. Et donc, je me demande s'ils n'étaient pas un peu plus proches que ce qu'on le sait, en tout cas dans ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Ouais. Parce que si tu écoutes ce premier single, Menina, pour moi, c'est de la bossa nova, quoi.
Et pourtant, je crois pas qu'ils aient travaillé ensemble, puisqu'ils disent qu'ils se sont rencontrés grâce à ce single. Attends, je vais Tu écouter. Menina. Menina. Il veut dire la fille, quoi. M-E-N-I-N-A. M-E-N-I-N-A. Bon, alors j'écoute finalement Menina de Sylvia Telles. Et c'est marrant parce que la pochette qu'il y a sur YouTube, c'est un album où il y a marqué en gros Big Bossa Nova. Ah bon? Ouais. Moi, j'ai pas celui-là de... Ok. Ah ouais, je comprends pourquoi tu te demandes si c'est de la bossa nova ou pas quand même. Bah, il y a un espèce de rythme régulier. Oui. Ça fait proto-bossa nova. Ouais, Ouais. c'est vraiment ça. Hein. Mm. Et du coup, je me dis, si c'est un morceau qui a été composé en 54, bien avant 58, quoi, où ils se sont rencontrés, finalement, lui et Tom Jobim, peut-être qu'ils se sont influencés l'un et l'autre, tu vois, dans leur composition. Mais on n'en parle pas de lui, quoi. Ouais. Enfin, on n'en parle pas. On Moi, parle je l'ai peu. trouvé très tard dans mes recherches, Ouais. son nom. Pour ça, je voulais quand même en parler, mais... C'est quoi déjà son nom? Carlos Lyra. Lyra, c'est L-Y-R-A. Ok. Carlos Lyra, ok. Et il apparaît sur l'album de Joao Gilberto, hein. Le premier album qui est considéré comme un album de bossa nova, qui est Chegue de Saudade. Ok. Oui, donc... sorti en 59. Donc il fait partie de la bande, quoi. Mais son nom, on le trouve pas plus facilement, que ça, ouais. quoi, dans les recherches. Hein. Bah, c'est peut-être un mec qui a œuvré dans l'ombre aussi. Je ne sais pas. Ben, c'est dommage, mais... Enfin, je sais pas pourquoi, mais... Non, c'est vrai. Hein. Moi, j'avais vraiment jamais entendu son nom. Et pourtant, ça fait longtemps que j'écoute de la bossa nova, mais... Et puis même, finalement, dans mes écoutes, dans mes playlists, tout ça, j'avais nulle part son nom, quoi. Alors que Tom Jobim, je l'avais déjà, forcément, mais pas lui. Donc oui, c'est un oublié. Ouais. Enfin, en tout cas, peut-être de nous, mais je pense qu'il n'y a pas que de nous. Hein. Si nous, on l'a oublié, il y en a d'autres qui l'ont fait. Réhabilitons Carlos Lyra, voilà. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai envie d'écouter un peu plus ce qu'il a composé, parce que je me dis, c'est bon, quoi, ce que j'ai entendu, là, avec Menina. Donc, Bah ouais. Est-ce qu'on termine là-dessus? Peut-être juste petite recommandation. Ouais. Attends, tout à l'heure, quand tu m'as parlé de Caterina Valente, c'était quelle chanson? Quand j'ai parlé de Caterina Valente, c'est tout un album qui s'appelle Caterina Valente Canta Luis Bonfa. Et c'est sorti en 62? 63. 63? Parce que moi, sinon, dans mes playlists, en fait, j'ai un morceau... Et je pense que c'est un single simple d'une reprise qu'elle a sortie en 1962. Elle a repris Samba de una nota so, ou One Note Samba. Mais après, peut-être qu'elle a fait une reprise en 62, mais que ça a été compilé en album en 63, c'est tout. Oui, c'est possible, mais du coup, j'étais curieuse, parce que du coup, ce morceau, je l'apprécie beaucoup. Okay. De même que la reprise qu'a faite Sinatra, justement, dans le fameux album... Alors moi, l'album, c'est Sinatra et compagnie, mais qui est sorti en 71, et je crois que c'est quand même le fameux album dont tu parlais, qui s'appelle Sinatra Jobim, parce que c'est tout un album qui est en collaboration avec Tom Jobim. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il a 2 intitulés différents, cet album. Attends, je regarde juste celui que j'ai l'habitude d'écouter. Dans mes recherches, ça s'appelle Sinatra et compagnie, mais quand je cherche à l'écouter... je vois une pochette visuelle sur YouTube ou autre, il y a écrit Sinatra Jobim. Oui, moi c'est Sinatra, c'est Sinatra Jobim, 2 points, The Complete Reprise Recordings, sorti en 67. Ah, 67 Alors non, on parle peut-être pas du même, je me mélange. Bon, mais parce qu'il a repris également One Note Samba, et c'est très sympa par Sinatra. Ouais. Toujours, quand même. Parce que c'est un grand chanteur. Oui. Et d'ailleurs, cet album Sinatra / Jobim, c'est vraiment tout un album où ils ont vraiment collaboré. C'est pas juste des reprises, quoi. Jobim a participé à l'enregistrement, tout comme Sinatra, quoi. Ouais, c'est pareil pour celui de 71, du coup. Sinatra et compagnie. Mais bon, là j'ai des doutes. Peut-être que je me mélange, mais je crois bien. Après, c'est le monde du jazz, on est moins... Oui, on connaît moins. C'est plus compliqué. Non, mais puis c'est comment dire,
il y a tellement de reprises et d'inspiration et de, enfin, Oui, oui. Il peut y avoir la même chanson sur 10 albums différents, quoi. Ouais, bah donc, oui, c'est ça. comme on disait tout à l'heure. Ouais. D'ailleurs, cette chanson Samba de una nota so ou One Note Samba, Mhm. elle paraît sur la phase B du donc très célèbre album Jazz Samba de Stan Getz et Charlie Bird, où ils se sont mis d'accord pour finalement populariser la bossa nova aux États-Unis. Ouais. Et elle avait été enregistrée, je voulais voir, pour la première fois en 1960 sur l'album de Joao Gilberto qui s'appelait O Amor, O Sorriso et A Flor, donc The Love, The Smile and The Flower. Très joli. Très joli nom. Oui. Ouais. C'est ça la bossa nova, c'est tout en délicatesse. C'est très poétique quand même. Ouais. C'est à la fois sophistiqué, c'est délicat, c'est... Voilà. Ouais. On peut que se sentir bien, quoi. Et est-ce qu'on parle encore? Parce que là, ça fait longtemps là qu'on parle. Parce que j'aurais encore des choses à dire, donc je sais pas. Je pense qu'on peut conclure. Avons-nous fini? Je pense qu'on a Alors juste rapidement, parce qu'il faut le dire. Rapidement. Juste rapidement. Tout à l'heure, tu parlais de l'Italie. Oui. J'aurais dû rebondir. La fameuse chanson dont je crois qu'on avait parlé dans notre premier épisode Escale musicale, où on était en Italie. Oui. On a parlé de Quando de Tony Vennis. Oui. Mais en fait, c'est considéré comme un morceau de bossa nova. Je pensais pas, parce que je l'ai réécouté pour voir. Honnêtement, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est considéré comme ça. Tout est lié alors. Qui est sorti en 62, et du coup c'est logique, parce que 62 ça a l'air d'être l'année, ou 63, c'est 62-63, c'est l'année clé pour tout ce qui est bossa nova, quoi. C'est une explosion. Ouais. Mais pas qu'en Italie, de partout, partout, États-Unis. Exportation en tout cas, c'est les années clés, quoi. 62-63. Comme quoi tout est lié. Tout est lié. Tous nos sujets sont liés, c'est ce qu'on dit. Voilà. Ouais, tout est lié. Voilà, tout est lié. Voilà. Non, mais on va conclure là-dessus. Bah ouais, on va conclure là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Peut-être qu'on va faire une petite playlist encore. On aime bien faire ça maintenant. Eh ben, écoute, pourquoi pas, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Comme la dernière fois. Ouais, bah ouais. Sauf qu'on vous avait dit qu'on mettrait ça sur Discord, mais en fait, on l'a mis de partout parce que faut partager, quoi. Oui, on l'a mis partout. Donc, on va faire pareil, hein. On va le partager. Si vous le trouvez, c'est bien. Ouais, donc merci d'avoir écouté. Merci. Merci à vous tous, à toutes. Merci de votre soutien. De chaque petit geste compte. Pour nous qui sommes si petites, ça nous fait extrêmement plaisir quand vous nous dites écoutez, ou quand vous nous suivez sur Twitter, quand je sais pas moi. Ah oui, ça d'ailleurs on l'a dit qu'on a un Twitter. Je suis pas sûre. Je m'en rappelle plus. Bon, bah, au cas où vous sauriez pas. On est sur Twitter, c'est nouveau, c'est frais. Donc c'est @contre-label. Voilà. Et puis on tweet un peu sur tout ce qui est lié à nos sujets finalement. Ouais. Quel que soit l'épisode. Voilà. C'est du contenu un petit peu en plus, quoi, un petit peu bonus qui fait plaisir. Ouais, voilà, autour c'est de ça. nos sujets. C'est pour un peu le blog du podcast, là. Si on veut, ouais. Donc si vous voulez nous suivre, ce serait sympa, comme ça on peut échanger en direct. Toujours si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à lever des pouces et à laisser des commentaires. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre une note. 5 étoiles, hein. 5 étoiles. On veut pas de 4, on veut pas 3, c'est 5. 5, s'il vous plaît, 5. Parce que ça aide au référencement, comme ça les gens nous voient un peu popper en dehors de la masse. Voilà. De podcasteurs voilà, podcasts. Exactement. Et puis pour les autres plateformes, malheureusement, vous n'y pouvez rien et c'est à nous de bosser. Donc on est sur Spotify, Deezer, Google Podcast. Qu'est-ce qui me manque? Podcast Addict. Ah oui, on a le petit dernier, j'ai oublié. Comment il s'appelle? Et on a aussi dispo maintenant sur Pocket Cast. Pocket Cast, mais il y en a un autre. Oui, il y en a un autre c'est quoi? C'est PodCloud? Je crois, ouais. Ça y est, oh là là, ça le fait pas. Attends. On sait plus où on est dispo. On sait même plus où on est. On est de partout. On est de partout, les gars. Et bien. On a le site. Et voilà. Bien évidemment, sur notre site, contrelabel.com. Voilà. Contrelabel.com. Voilà. Pour les gens qui aiment pas les applications, même si ça m'étonnerait, mais. Ça arrive.
Eh bien, j'ai envie de dire à bientôt, Clara. Ben oui, à bientôt pour la suite de à nos bientôt à vous aventures. toutes et tous. Ouais. Et puis, je sais pas de quoi on va traiter la prochaine fois. Si, j'ai une petite idée. Ce sera sympa. Ne partez pas trop loin en vacances. Restez près de nous. Oui, restez près de nous. Au pire, écoutez-nous justement en vacances. Ouais, voilà, bah, on fait ces épisodes escales musicales de l'été. Pas pour rien. Et puis en plus, on vous offre une playlist derrière, les gars. Bah, bisous, bisous. Bisous, ouais. Bisous, bisous. Ciao. Ciao, hasta la vista, baby.